Donc maintenant, je vais laisser la place à Dame pour venir nous parler de son parcours qui lui aussi est merveilleux et qui parle de l'avenir, du besoin que nous avons ici au Sénégal de professionnaliser certaines filières. On avait commencé avec le jardinage, avec Mamadou, c'est-à-dire ces fameuses... Et on va finir avec le métier de garagiste. Je veux dire, ce sont des métiers qui ont été laissés à une manière traditionnelle d'envisager l'éducation, c'est-à-dire en disant, voilà, tu dois être apprenti. C'est-à-dire que tu vas chez quelqu'un et tu apprends en regardant. Mais aujourd'hui, la technicité, le savoir-faire qui évolue dans le monde entier, interdit à ce que l'on laisse des pans entiers de notre économie être transmis de cette façon. Il y a de la technique, il y a du savoir-faire, et ça, Dame l'a très bien compris. Merci beaucoup, Marianne. Une occasion, encore une fois, de te remercier par rapport à tout ce que nous avons eu à faire. J'ai connu mon épouse grâce à vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était dans les cigarettes. Donc, c'est important de retracer tout cela. Moi, je m'appelle Dame Gueye. Je voudrais entamer, par exemple, vous partager avec vous ma petite expérience. Ce que je vais dire, c'est-à-dire, moi je ne crois pas à l'histoire de fils de riche, fils de pauvre, pour réussir dans la vie. Je suis né, mon père était très riche. Je suis fils d'un ingénieur hydraulicien. Ma mère travaillait au ministère de l'Industrie à l'époque. J'étais inscrit au primaire, collège Sacré-Cœur. À l'époque, quand j'étais au primaire, le fils du président de la République, Senghor, était au collège. Avant de faire l'entrée en sixième, on a eu d'énormes difficultés pour assurer ma scolarité. Déjà, mes deux grandes sœurs étaient déjà sorties de l'institution Sainte-Bernadette. Tout le monde connaissait que c'était la référence en termes d'enseignement, le collège Sacré-Cœur et Sainte-Bernadette. Donc j'ai dû, après l'entrée en sixième, m'orienter vers un CS, collège d'enseignement secondaire. Donc j'ai été, par exemple, j'ai eu mon certificat, j'ai eu mon entrée en sixième, mon père était très fier parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident. 4 ans, quand je vous dis que, par exemple, sixième secondaire jusqu'au CM2, minimum chaque rentrée scolaire, j'avais minimum 4 paires de chaussures, minimum. Quand je faisais le CM2, mes parents n'étaient même plus en mesure de pouvoir m'acheter une seule paire de chaussures. Ça, moi, je ne me souviens même plus, c'est ma mère qui me raconte quand je faisais la sixième. Il me dit, à la rentrée des classes, ils n'avaient plus les moyens de m'acheter une paire de chaussures. Ils m'ont acheté ce qu'on appelle les tic-tic. Je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant ça n'existe plus. Des tic-tic, c'est-à-dire c'est des chaussures, comme les chaussures fermées, mais c'est-à-dire c'était fait en plastique. Elle m'a dit, bon, nous, mon père et moi, on considérait que vous n'alliez pas les porter parce que j'avais l'habitude de porter des chaussures de luxe. Moi, je lui ai dit, ouais, maman, il y a un problème. Donc j'ai commencé. J'ai fait 6e, 5e au collège 16 David Diop de Liberté 6. Ensuite, j'ai quitté le 16 David Diop parce que je me disais que je ne suis pas fait pour les soi-disant petites écoles. J'ai quitté pour aller au lycée technique Maurice Delafosse. Maurice Delafosse, j'ai fait 4e jusqu'à la terminale. Mais pendant cette période, de la 4e jusqu'à la terminale, on est resté 4 ans dans la maison sans électricité. C'était la galère. Tu manges à midi, mais le soir, même parfois à midi, il n'y avait pas de quoi à manger. Donc, ce que je dis, je vais y revenir pour vous dire, moi je ne crois pas à la théorie, je suis un fils de pauvre ou bien je suis un fils de riche. Je ne crois pas à ces théories-là. J'ai mon bac, les choses commencent à remarcher pour mon père.
on m'inscrit à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, post-bac. Je fais partie de la première promotion de BTS Commerce International au Sénégal. Après mon BTS, j'intègre l'Institut supérieur de management. Je n'ai jamais mis mes pieds dans une université américaine ni française. Jamais. Toutes mes études, je les ai faites à Dakar. Je sors, je pense, la remise de diplôme après mon bac plus 4, c'était je donne un exemple, un 15 août. Le 22 août, on m'appelle à la SONES comme chef cellule gestion des marchés. À l'âge, je devais avoir entre 23 et 24 ans. Pendant un an, j'étais le chef de la cellule gestion des marchés. Ça a coïncidé avec le programme sectoriel eau, où on a scindé la SDE et la SONES. Rien que le marché, l'adduction d'eau, Dakar, Thiès, c'était 90 milliards. J'avais 23 ans. Mon père était ingénieur hydraulicien. Il me dit, dame, ici, ce n'est pas ta place. Tu es jeune, tu ne peux pas être dans ce genre de service. Je laisse tomber. Après un an, ma mère, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était au ministère de l'Industrie. Ce que je faisais, chaque jour, je fais minimum 50 demandes. Je fais mon CV, je fais minimum 50 demandes. Je prends le car rapide, je paye 50 francs. Je vais sur la route de Rufisque, à partir de Capa jusqu'en centre-ville, Sénéméka, Total, partout, je dépose mon CV. Un jour, je me réveille, Sénéméka m'appelle, Total m'appelle, Philippe Maurice m'appelle, Serra m'appelle. Vous avez vu, ils sont tous sur la même avenue. Je fais mon entretien à Philippe Maurice. On me prend comme... Philippe Maurice, c'est le représentant, Philippe Maurice, c'est la multinationale qui commercialise Marlboro, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je fais mon entretien, on me prend à Philippe Maurice. Je décline pour Total, Serra et autres, parce que je savais exactement ce que je voulais faire. Je démarre comme marchandiser avec la moto, avec un bac plus 4. Malgré mon bac plus 4, je démarre avec la moto, avec un salaire de 75 000 francs. La semaine il y a de cela 2 semaines, j'étais à Kédougou. Je rencontre un de mes anciens collègues. Je lui dis, boy, tu te rappelles de nos 75 000? Non, boy, ce n'est pas 75 000, c'était 75 000 bruts. Il me dit, ce n'était pas 75 000 francs de salaire. Il me dit, c'est 75 000 francs bruts. On percevait 62 000 francs par mois. Même les hôtesses gagnaient mieux que nous. Mais ça a coïncidé avec ce qu'on appelle le recensement des points de vente, le SFI, Salesforce Information System. Il fallait recenser l'ensemble des points de vente qui sont à Dakar. Je l'ai fait avec un autre collègue sur la moto, Yamaha 125 cm3. Moi, je m'occupais de tous les points de vente qui étaient au niveau de la banlieue. Lui, il s'occupait des points de vente à partir du plateau jusqu'à la Padoue. Maintenant, tout ce qui est banlieue, c'était mon area, c'était ma zone. Et je me rappelle, malgré mon bac plus 4, parce que j'avais déjà démarré comme chef de gestion des marchés à la SONES avec un véhicule et tout. Un jour, je rentre de la banlieue, je viens jusqu'à la maison du parti, parce que le siège était au point. Il commence à pleuvoir. La pluie se déverse sur moi. Je vous assure que j'avais les larmes aux yeux. J'ai même pleuré. J'étais sur ma moto 125 cm3, j'arrive jusqu'à la maison du parti. À 17 h, il commençait à pleuvoir. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous comme ça? Moi, avec mon bac plus 4, comment je peux me retrouver sur une moto en train de vendre la cigarette? Je fais 1 an avec un collègue qui est maintenant country manager à Abidjan. On fait 1 an, on nous nomme trade rep, ce qu'on appelle trade marketing représentative. On quitte la moto pour avoir un Pajero 7 places Mitsubishi. On déroule 1 mois, 2 mois. Les chiffres commencent à descendre. On nous appelle dans un bureau pour nous dire, ouais, vous avez quitté les motos, c'est à cause de ça, maintenant il n'y a plus de volume, il va falloir que vous retournez vers les motos. Achille, c'est un Djola, un sudiste. Vous connaissez les sudistes, très fiers. Je l'appelle, je lui dis, Achille, je ne sais pas toi, mais moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas avancer et reculer. Soit on avance, mais reculer, ça ne fait pas partie de mon dictionnaire. Le directeur général,
le directeur commercial, le directeur des ressources humaines, eux tous, ils nous enferment dans un bureau. De 8h jusqu'à 16h, 18h pour négocier avec nous. Ils disent des jeunes là, il faut qu'on négocie, il faut qu'on retourne vers la moto. On dit niam. Le président appelle. Le président de Philip Morris, le general manager, celui qui s'occupe Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je vous demande de reprendre les motos tout de suite, sinon vous serez virés. Je l'écoute. Je prends la parole, je lis sur interphone. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, on ne reprend rien du tout. Si vous voulez vous nous virer, on s'en fout. Je me lève, Achille se lève, on s'en va. Parce que pour eux, le nom de Philip Morris, quand tu entends le nom d'une multinationale, c'est-à-dire tu as le jackpot. On quitte Philip Morris. Un mois après, British American Tobacco, le numéro 2 mondial. Philip Morris est numéro 1 mondial. 2 mois après, British American Tobacco nous appelle comme trade marketing représentatif. On nous donne des Toyota Prado. Je fais 1 an, on me donne area manager. Je gère toute la zone de Dakar. 6 mois après, on fait un test. Tu sais, les multinationales, c'est du sérieux. Ce n'est pas de la tricherie. C'est pour cela que je vous dis, moi, j'ai fait toutes mes études à Dakar. Mais je suis fier de l'enseignement que j'ai eu au Sénégal. Il y a le general manager qui gère 26 pays. Il y a le directeur des ressources humaines. Parmi dans son staff, il y a le directeur des ressources humaines, il y a le directeur de la production, le directeur marketing, le directeur des finances. Ils ne sont que 5. À eux, ces 5-là consomment un budget de 3 milliards en termes de salaire. Ces 5 personnes consomment 3 milliards en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, tous les pays qu'ils gèrent, les directeurs généraux, les directeurs des ressources humaines viennent. On fait un entretien au Méridien Président, au King Fahd Palace. Il fallait dans l'équipe commerciale trouver un pour qu'il soit le trade marketing distribution manager. Je sors du lot comme trade marketing distribution manager. Maintenant, je gère toute l'équipe du Sénégal, de la British American Tobacco. C'est comme ça qu'on a lancé Craven avec un budget de 2 milliards. 1 an, 2 ans après, on m'appelle pour me nommer country manager en Gambie avec une mission, aller fermer le bureau et comme on dit dans le langage, fire tout le personnel, il faut les mettre dehors parce qu'il fallait couper les cost saving. Je prends mes bagages. Mais j'étais jeune, c'était motivant. Mais par contre, je vais vous expliquer parce que c'était une période assez difficile. Déjà, moi, j'étais trade marketing distribution manager. J'avais 2 area managers. Un qui s'occupe de Dakar et l'autre qui s'occupe du upcountry, c'est-à-dire des régions. Le premier a été nommé country manager en Mauritanie. L'autre country manager au Mali, je pense. Je vais voir mon patron. Entre-temps, j'avais un patron anglais. Tu sais, aussi dans les multinationales, on ne parle pas anglais. On ne parle pas français. C'est-à-dire, il n'y a que l'anglais. Mon patron, quand il a été nommé, on l'a amené en France pendant 1 mois. Pour qu'il puisse parler, parce que c'est un Nigérian, pour qu'il puisse parler français. Il vient, il me dit, tu sais, la technique, elle est très simple. Moi, je te parle français, toi, tu me parles anglais. Interdit de me parler français, moi aussi, je ne parle pas anglais, je te parle français. C'est comme ça qu'on est parti. Donc, je viens le voir, je lui dis, mais comment se fait-il que moi, par exemple, vous prenez mes 2 area managers, l'un, on le nomme au Mali, l'un en Mauritanie et l'autre au Mali. Il me dit, sois patient. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on m'appelle pour me dire que je suis été nommé country manager en Gambie. Mais, à la différence, on m'a signé un contrat d'expatriation, comme les Anglais. J'avais un double salaire, à l'âge, alors que j'avais que 30 ans, double salaire. Je conserve mon salaire de Dakar et je le conserve le brut. Et on me nomme country manager en Gambie avec un autre salaire. Mais l'objectif, c'était d'aller fermer le bureau. Il fallait maximum faire 1 an pour fermer le bureau. Mais j'ai pu trouver des astuces pour pouvoir réorienter toute l'équipe chez le distributeur. On avait des locaux au niveau de Kairaba pour ceux qui connaissent la Gambie. Dans un quartier résidentiel, je demande à ce que les bureaux soient transférés à Banjul. Donc, ça nous a permis d'économiser énormément d'argent. En 1 an, par exemple, quand je quittais le poste pour revenir, on a fait 1 million de pounds de bénéfices. Alors que, par exemple, le marché était déficitaire. On a fait 1 million de pounds. Pour connaître le pound à l'époque, le pound, c'est ni le dollar, ni le CFA, ni l'euro.
c'est minimum l'équivalence. À l'époque, c'était 1000 francs CFA, par exemple, la conversion. Donc, on a fait 1 million de pounds de bénéfices. À un certain moment, moi, je suis mouride. Je suis musulman, croyant. Chaque fois que je vais à Touba, on me demande, tu travailles sur quoi? Je dis, j'avais honte de dire que je travaille dans la cigarette. À un certain moment, je me dis, il faut que j'arrête pour revenir au Sénégal. J'arrête, je me reconvertis dans le secteur automobile. Je démarre. À l'époque aussi, comme mon père était ami avec Serigne Mboup, le siège de British American Tobacco était aux Almadies. Un vendredi, je vais à la mosquée, j'étais côte à côte avec Serigne Mboup, PDG de CCBM. Mais il me dit, ça fait 1 an, 2 ans que je demande à ton père de me donner ton contact, parce que j'ai besoin de toi, parce que je dois lancer, par exemple, des marques chinoises et j'ai besoin de quelqu'un. Je dis, moi, ça fait le compte, moi, je rentre au Sénégal, je voudrais trouver, par exemple, je voudrais me reconvertir. Ils me donnent comme directeur commercial. Je lance les marques chinoises avec Great Wall, Chéri et autres. Ça a fait un succès énorme au Sénégal. Donc, on a été les premiers à introduire les marques chinoises. 2 ans, 3 ans après, on me donne directeur général de Espace Auto. 2 ans après, on me donne directeur général du pôle automobile. Le pôle automobile était constitué de CCBM Automobile qui commercialise la marque Volkswagen. C'est Espace Auto qui commercialise les marques chinoises et l'usine de production, parce qu'on avait mis en place une usine de production. 6 ans après, je commençais à m'ennuyer, je quitte, je vais à la CFAO. Et puis, moi, à chaque fois, c'est-à-dire je reprends à zéro pour avoir de l'expérience. Parce que moi aussi, j'avais un père qui me conseillait énormément, qui me disait, tant que tu es jeune, ne cherche pas à avoir de l'argent. Cherche la connaissance. Donc, je suis reparti à zéro. Je vais à la CFAO comme directeur commercial adjoint Peugeot Suzuki. Je reste un petit moment, la Sénégalaise me débauche pour me faire responsable de la marque Mercedes pour tout ce qui est camion et Mitsubishi. Entre-temps, il y a eu... Moi, je suis quelqu'un de très... Comme il a dit tout à l'heure, j'aime pas trop, c'est-à-dire travailler pour les gens. Je me suis dit, il faut que je mette en place ma propre structure. C'est comme ça qu'est partie l'idée. Je me suis dit, mais je suis dans l'automobile, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de formation adéquate pour l'automobile. Un jour, je discutais avec un ami. On était devant la maison. Je lui ai dit, mais grand, mais il faut qu'on cherche à créer quelque chose. Je lui ai dit, mais est-ce que si je mettais en place une école de l'automobile? Il me dit, mais pourquoi pas? C'est comme ça qu'est partie l'idée. Mais il me dit, mais comment on va faire? Où est-ce qu'on va trouver les moyens? Je lui ai dit, non, je pense que le problème de moyens, ça ne devrait pas se poser. Tu sais, chez moi, il y a un garage. Je vais voir la maman. Je pense qu'elle a une tontine. Je vais voir ma mère. Je lui dis, moi, je pense que j'ai une tontine avec toi. Elle me dit oui. Elle me dit, normalement, je dois avoir entre 800 et 1 million. Elle me dit oui. Je prends les 1 800 000, j'aménage le garage, j'en fais un bureau d'accueil. Tous les systèmes, le système de refroidissement, il faut que les gens puissent connaître. En deuxième année, ils ont des cours purement produits. Il y a un spécialiste qui vient pendant 20 heures, 40 heures, ils ne font que pneus. Ils n'apprennent que le pneu. C'est en ce moment-là que j'ai appris même qu'il y a des pneus qui coûtent 20 millions. Je ne sais pas si vous connaissez les tombereaux, c'est-à-dire les grosses machines qui opèrent au niveau des carrières. C'est-à-dire qu'on les appelle les tombereaux. Les pneus coûtent 20 millions. Il y a un autre professeur qui vient pendant 20 heures, 40 heures, il ne fait que matériel agricole. Un autre professeur vient, il ne fait que engins lourds, ce qu'on appelle les pelles mécaniques. D'habitude, dans notre langage wolof, on dit otondran, ou bien les camions. Voilà ce que nous faisons au niveau de Perform. En dehors de ça aussi, vous voyez les jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau 6e, 5e secondaire, 4e, ils font le CAP en mécanique automobile. Ceux qui ont le niveau 3e, ils font le BP. Ceux qui ont le BFM, ils font le BT en mécanique automobile. Vous tous, vous connaissez le principal problème au Sénégal, c'est-à-dire nos mécaniciens sont complètement dépassés. Complètement dépassés. Il y a de cela 1 mois, j'étais au niveau de Tambacounda. Les gens, les mécaniciens prennent l'huile de la boîte de vitesse pour le mettre dans le moteur, ce qui est inadmissible. Donc, il est important qu'on puisse former nos jeunes dans ces nouveaux métiers-là. D'autant plus que, par exemple, pour ceux qui font la licence, ceux qui ont le bac et qui font la licence, imaginez laquelle Tambacounda, ils ont fait Fatick et ils sont revenus vers Dakar. Ils ont été dans les champs, recenser l'ensemble des agriculteurs. Quels sont les problèmes, quels sont les types de matériel agricole qu'ils ont, quel est le type, par exemple, les besoins de pièces, par exemple, la filtration, ils ont besoin de quoi? Mais le gars, par exemple, la société où ils sont partis, le gars les a retenus. Il en a embauché 5. Il a ouvert un magasin à Richard Toll, un autre magasin à Ourossogui,
Les 2-3 autres, il en a fait des commerciaux itinérants. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, j'ai vu parmi ces 5, un qui était à Ziguinchor. Forcément, il était dans les champs en train de voir de la filtration ou bien des pièces de rechange. Et voilà ce que nous proposons, c'est-à-dire aux jeunes. Et aussi le demander, c'est-à-dire les inciter à entreprendre. Parce qu'aussi, il ne faut pas se dire que moi, je suis directeur général. Parce que j'ai laissé aussi un gros salaire. Donc, par exemple, pour qui connaît par exemple, le salaire d'un DG, c'est-à-dire, je pense que c'est assez confortable pour entretenir ta famille, entretenir, par exemple, faire ce que tu veux. Mais j'ai dû tout laisser à un certain moment pour me concentrer sur mon école. Ça fait 1 an maintenant que j'ai tout arrêté. Depuis 1 an, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Je suis complètement focus école. Et aujourd'hui, tant bien que mal, on arrive à s'en sortir. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. C'est bon. Ah, il y a une question là-bas. C'est bon. Vous n'êtes pas autorisé à poser des questions. Merci, dame. J'ai juste une petite question et peut-être à la limite une contribution de 30 secondes. C'est juste pour vous féliciter en fait de l'initiative. Je pense qu'il est assez important, au-delà de ce que vous faites, qu'on puisse en fait repenser un peu le système éducatif. C'est extrêmement important. C'est un débat en fait peut-être d'école et c'est un débat qui risque de prendre énormément de temps. Mais comme le font en fait les pays développés, il faudrait qu'on essaie de penser en fait à l'orientation des élèves à très bas âge, qu'on puisse en fait les orienter en fonction de leur passion. C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez, partant de là en fait, essayé de réfléchir sur des filières où on peut à la limite récupérer les enfants à l'âge peut-être dès qu'ils ont l'entrée en 6e, pour qu'ils puissent s'orienter très tôt en fait dans la technique. Ça permet à nos pays en fait en voie de développement d'avoir beaucoup plus de techniciens que d'intellectuels, parce qu'on n'a pas besoin de trop d'intellectuels. On n'a pas besoin d'avoir en fait des quantités inestimables d'ingénieurs, alors que nous, ce dont on a besoin, le minimum en agriculture, c'est de pouvoir travailler la terre. Le minimum, supposons en mécanique, c'est de pouvoir en fait dépanner nos véhicules quand on en a besoin, surtout avec les technologies aussi. Je ne sais pas trop. La seconde question, c'est par rapport aux nouvelles technologies. Est-ce que vous avez développé au niveau de votre école des filières où on apprend aux gosses en fait à développer, à réparer les véhicules en fait en fonction des technologies aujourd'hui, parce que presque les véhicules sont équipés de cerveaux, sont équipés d'ordinateurs de bord. Okay. Merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne l'orientation par rapport aux étudiants, ça c'est une volonté politique. Mais nous, en ce qui nous concerne, on est sur ce chemin-là. Parce que tous nos étudiants, nous on est un système école-entreprise. On a des conventions de partenariat avec toutes les grandes entreprises automobiles au Sénégal. Ce qui fait qu'eux, ils démarrent très tôt, dès le mois d'octobre, octobre, novembre, décembre. Durant les fêtes de Noël, les apprenants ne prennent pas de fête. Ils sont dans les entreprises. Ils reviennent mi-janvier, janvier, février, mars, avril. Durant les fêtes de Pâques, ils retournent en entreprise. Ensuite, ils reviennent. Après les grandes vacances, ils sont en entreprise. Donc, on a des conventions avec la gendarmerie nationale, l'armée nationale, les grandes entreprises, comme je l'ai dit, Iran Auto, CCBM, la Sénégalaise Automobile. Donc, régulièrement, ils sont en entreprise. Donc, en ce qui concerne, c'est-à-dire ce volet, je pense que l'État est en train de vraiment investir dans ce cadre. Par exemple, avec la mise en place de l'agence 3FPT. L'agence 3FPT a été, par exemple, si vous regardez sur nos butons de salaire, il y avait ce qu'on appelait une rubrique CFCE, c'est-à-dire la contribution forfaitaire qu'on prenait sur le salaire des cadres et qui était versée au niveau des impôts. Maintenant, ce n'est plus versé au niveau des impôts, mais ça a été, par exemple, logé au niveau d'une agence qui s'appelle 3FPT, qui finance la formation professionnelle. Par exemple, vous avez un enfant qui veut faire la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez faire une demande au niveau de 3FPT. Et 3FPT prend en charge 90% du coût. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent, par exemple, du 3FPT, c'est-à-dire
beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens, ou bien par exemple qui veulent orienter leur enfant vers la formation professionnelle, c'est 3FPT qui paye 90% du montant, quel que soit le coût. 90% du montant, c'est 3FPT qui paye, et le parent ne paye que 10%. C'est l'une des, par exemple, des actions de l'État pour favoriser la formation professionnelle. Mais ensuite, en ce qui concerne, par exemple, les nouvelles technologies, nous, on est dans ça. C'est-à-dire tout ce qui concerne le diagnostic automobile. Déjà, on a un BTS en mécatronique, mécanique, électronique, informatique. Aujourd'hui, les véhicules sont bourrés d'électronique. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été directeur des ventes de Mercedes Camion. Vous prenez le... dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, les véhicules ne feront plus d'accidents. Ne vous inquiétez, les véhicules ne feront plus d'accidents. Vous prenez un véhicule Mercedes aujourd'hui. Le véhicule, par exemple, vous voulez dépasser, vous voulez sortir. Par exemple, il y a un véhicule devant vous, vous voulez sortir. Automatiquement, il y a un capteur qui vous dit qu'il y a un véhicule qui est au niveau de l'angle mort. Vous braquez, il ramène le volant. Il y a un obstacle devant, 200 mètres, il te dit qu'il y a un obstacle. Tu ne réagis pas, il coupe le moteur du véhicule. Donc, dans quelques années, les véhicules ne feront pas. Vous êtes, par exemple, un véhicule est derrière vous, il fait 200 km à l'heure, il arrive. Automatiquement, il y a un capteur qui dit au véhicule, il y a un véhicule arrive. Automatiquement, les feux de détresse sont allumés pour montrer à la personne qu'il y a un véhicule qui est devant vous. Le gars, il refuse. Tous les systèmes d'alerte du véhicule, tous les systèmes d'alerte sont actionnés. S'il y a un impact, déjà, tout ce qui est ceinture de sécurité, airbag, était déjà en alerte, donc ça protège. Et même, c'est-à-dire, il bloque le véhicule. Ce qui fait que, par exemple, l'onde de choc repart sur celui par exemple, qui a causé l'accident. Mais vous, en tant qu'individu dans l'habitacle, c'est-à-dire, vous êtes protégé. Mais tout cela nécessite de la ressource humaine, des ressources humaines de qualité pour pouvoir réparer ces véhicules-là. Aujourd'hui, vous soulevez un capot, vous ne savez même pas où démarrer. Vous soulevez un capot d'un véhicule, vous ne savez même plus où démarrer. Les gens te parlent de véhicules électroniques. Les Occidentaux ne sont plus dans ce qu'on appelle les véhicules électroniques. Ils sont dans l'hybride. Ils sont dans l'électrique. Nous, on parle d'électronique. Les gens ont dépassé l'électronique. Ils sont dans les nouvelles inventions. Et aujourd'hui, eux, ils ont cette chance-là. Parce qu'ils ont un certificat, un certificat en diagnostic automobile. Eux, par exemple, à partir de BT2 à la 3e année, ils vont toucher, parce que pour le moment, ils sont à CAP, BP, BT. Mais à la 3e année, ils touchent tout ce qui est électronique, ils touchent. Maintenant, il y a ceux qui ont le bac, qui font BTS mécatronique. On a aussi un BTS en maintenance engin lourd. Donc, nos étudiants, par exemple, actuellement, ils sont en stage au niveau des compagnies minières. Donc, il y a tout ça au niveau de performance. Mais nous, déjà, on a anticipé sur beaucoup de choses. Maintenant, il reste la volonté de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, le nombre de personnes qui arrivent, qui font le bac, 140 000 étudiants, 140 000, qui font le bac avec un taux de réussite de 40%. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ceux qui ont échoué? Après, vous allez vous retrouver avec 60 000 personnes, 80 000 personnes qui ne savent plus rien faire. Il faut d'autres écoles qu'on performe, qui puissent les acquérir dans la plomberie, dans la construction, dans le génie civil, dans l'électronique, l'informatique, etc. Et ça, c'est une volonté politique qui peut résoudre tout ça. Voilà en gros ce que je peux dire sur ce point-là. On prend une dernière question et on va clôturer la soirée. Bonsoir. D'abord, je suis Gabonais et je tiens d'abord à remercier, à vous féliciter pour l'initiative. Mais j'aimerais tout de même vous poser une question qui est la suivante. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en pleine mutation et c'est vrai qu'en tant que Sénégalais, vous avez d'abord le devoir d'implanter votre structure au Sénégal. Je voudrais savoir, dans vos perspectives à venir, est-ce que vous pensez vous étendre dans le reste des pays en Afrique? Merci. Oui, notre objectif, c'est d'être une multinationale. C'est ça l'objectif. Déjà, on a un grand projet de collège universitaire. On a déjà le terrain. C'est pour cela, moi, je dis, comme je l'ai dit tout souvent, je ne peux pas remercier mon père. Il a tout fait pour moi, tout. Certains, par exemple, quand ils démarrent une carrière, ils ont ce souci-là. Il faut que je construise une maison, il faut que je fasse ça, il faut que je investisse sur tel domaine. Moi, j'ai eu la chance d'avoir tout ça. Donc, avant ça, bon, il est décédé maintenant, priez, par exemple, que Dieu ait pitié à son âme. Mais
il nous a laissé un certain patrimoine qui puisse nous permettre de pouvoir faire des investissements facilement. Parce que tout ce que j'ai eu à faire avec au niveau de Perform, si j'avais pas les préalables, je ne pourrais pas le faire. C'était impossible. C'est-à-dire, il faut visiter l'institut pour voir. Par exemple, eux, ils peuvent témoigner de l'investissement qu'on a eu à faire. Si c'est pas évident pour un entrepreneur de pouvoir démarrer, de pouvoir réaliser tout ça. C'est parce qu'il y a eu un acquis. Donc là, actuellement, on a presque un terrain de 10 000 m² vers Diamniadio. Donc, et l'objectif, c'est vraiment d'en faire un collège universitaire où on va partir du CI jusqu'au master, jusqu'au doctorat, mais uniquement orienté technique. Uniquement orienté technique. Vous avez vu, on est Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation. Actuellement, on est en train de finaliser les conventions pour pouvoir attaquer les métiers de l'aviation. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise une chose. Tout est possible. J'ai un ami qui me disait, le soleil brille pour tout le monde. Il n'est pas dit, par exemple, quand on parle d'aviation, les gens vont dire, aviation, comment vous allez faire aviation? Non, il faut aller en partenariat. Il y a des gens qui sont là, il y a des compagnies pétrolières, il y a des compagnies aériennes qui sont là. C'est-à-dire qui ont par exemple, les capacités, qui ont les ressources humaines pour pouvoir le faire. Rien qu'à l'école, par exemple, parfois, à l'école, parmi certains de leurs professeurs, c'est des ingénieurs en aviation. Mais comme on n'a pas encore démarré, par exemple, cette filière, ils sont obligés de faire mathématiques ils sont dans les filières de mathématiques et tout. Mais notre objectif, c'est de pouvoir aller dans ce sens-là. Comme on a eu à faire des CAP en mécanique automobile, on va faire des CAP comme aide mécanicien et tout. Et c'est possible, on le fera, Inch'Allah. Je vais demander à tous les speakers de venir me rejoindre sur scène pour le closing de la soirée. Donc, je pense que cette soirée a été riche de modèles si variés, d'histoires si uniques. Chapeau bas à Dame, parce que je le connais depuis très longtemps, on a grandi, je dirais, ensemble. Et c'est tellement naturel qu'ils finissent dans la formation. Et c'est tellement un besoin que nous avons ici au Sénégal, de mieux former nos jeunes, de leur ouvrir les yeux sur les possibles qui existent pour eux. Et je vais redire encore une fois quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Si nous continuons à penser qu'il n'y a rien à faire ici, qu'il n'y a pas d'avenir ici, que le mieux c'est ailleurs et qu'on est les oubliés d'un monde qui vit sans nous, eh bien, nous serons responsables de ce qui va nous arriver à nous et de ce qui va arriver à nos enfants. Parce qu'on ne peut pas être des pays en miniature. Qu'on soit riche ou pauvre, on est liés. Et je suis d'accord avec ça dans l'histoire de Dame. On peut avoir son groupe électrogène pour pallier au fait qu'il n'y a pas d'électricité. Ses réserves d'eau, on peut payer une charrette pour venir chercher ses mbalites. On peut payer de la sécurité privée parce qu'on n'a pas confiance à la sécurité de l'État. On peut envoyer ses enfants dans des écoles privées parce qu'on trouve que l'école de l'État n'est pas sûre. On peut aller dans des cliniques privées parce qu'on se dit que la clinique de l'État, on va y mourir. Mais je vous dis, viendra un moment où juste sortir de son fameux véhicule si chic pour rentrer dans sa maison sera la chose la plus dangereuse du monde. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble en considérant que le monde peut être à deux vitesses. Nous sommes ensemble ici, le Sénégal nous appartient à tous. Et c'est à nous d'en faire un endroit où il fait bon vivre, un endroit que nous pourrons léguer à nos enfants avec fierté. Et en leur souhaitant bon courage. Donc merci encore à tous d'être venus. Merci à mes merveilleux exposants. On va faire juste une photo et après je vous les rends pour ceux qui veulent les rencontrer et faire des photos au niveau du photobooth avec eux.